vous aussi, je suis sûr qu'il y a des dessins animés qui vous ont marqué. Que ce soit avec leur histoire prenante, notamment en affrontant Xana dans le monde de Lyoko, leurs personnages des ninjas cherchant à défendre leur village de Konoha, du terrifiant et menaçant Pain tiraillé par un désir de vengeance ultime, de leur musique, épique à l'arrivée de Luffy avant Marineford pour sauver son frère Ace, ou encore de leur univers complètement dérangeant et complexe de Rick et Morty vivant leur aventure à travers le multivers. C'est sûr que tous ces exemples vous ont marqué, en tout cas si vous les avez connus. Et bien aujourd'hui je vous propose de partir découvrir avec moi 3 fans de dessins animés de sport qui m'ont marqué, et qui ont forcément influencé l'adulte que je suis devenu. Mais juste avant de commencer, merci à tous pour vos retours sur les 2 dernières vidéos. Elles ont l'air de vous avoir plu malgré quelques erreurs que j'essaierai d'éviter pour les prochaines fois. Et bon, pour aborder un petit sujet qui vous concerne pas trop mais qui me concerne beaucoup et qu'il fallait que je vous partage, la dernière vidéo s'est fait entièrement démonétiser. En fait c'est pas tout à fait exact, toute la monétisation existe, mais elle a été prise par les ayants droit parce qu'ils ont estimé que c'est exactement 4-5 secondes d'un passage, alors que tous les autres c'était ok, mais un passage de 4-5 secondes sur la famille pirate, que je me servais pour appuyer un propos, bon bref, je vous en parlerai à la fin si vous voulez. Tout a été démonétisé, enfin tout a été pris, donc c'est dommage et ça me saoule. Mais ce qui me saoule le plus, c'est que ça l'a tué complètement, c'est-à-dire que les vues faisaient comme ça, et d'un seul coup, démonétisation, les vues ont fait comme ça, et la vidéo n'est plus proposée à des nouvelles personnes, donc c'est vraiment chiant. Mais bon, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on est bientôt aux 30 000, merci. Et surtout à commenter, comme ça aidera pour le référencement. Et dites-moi surtout quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et dernier instant, pour ceux qui peuvent, il y a aussi un Tipeee dans la description qui m'aidera à passer des moments un peu plus sympas que quand les vidéos sont démonétisées complètement, voilà. Mais si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et sur ce, ne perdons pas une seconde de plus, c'est parti pour découvrir 3 fans de dessins animés de sport que vous ignorez. Olive & Tom. Olive & Tom, plus connu sous le nom de Captain Tsubasa à travers le monde, raconte l'histoire d'un jeune garçon japonais appelé Olivier Hatton. Véritable passionné de foot et excellent joueur qui rêve d'une chose, offrir la Coupe du Monde à son pays. Mais avant d'être l'un des dessins animés les plus populaires parlant de foot, Olive & Tom était un manga créé par Yoichi Takahashi. Ce manga a été prépublié dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump entre 1981 et 1988 et compte au total 37 volumes. Le Weekly Shonen Jump est un célèbre magazine japonais de prépublication de manga lancé en 1968. Il publie chaque semaine des chapitres de séries destinés principalement à un jeune public masculin. Des séries qu'on appelle, plus communément, des shonen. Parmi les séries les plus emblématiques et appréciées ayant été publiées dans ce célèbre magazine, on peut citer les incontournables Dragon Ball, One Piece et Naruto. Ce magazine prestigieux est l'un des plus influents et populaires du monde du manga japonais. En France, la version complète du manga a d'abord été éditée par la maison d'édition J'ai lu, puis reprise par Glénat. Glénat qui est un éditeur majeur du manga en France. C'est lui qui a grandement contribué à la popularité du genre dans les années 90, en plus du Club Dorothée. Il faudra un jour que je parle de cette mythique émission. Parmi les titres les plus connus publiés par Glénat, on retrouve également Dragon Ball, One Piece, mais aussi Berserk, Tokyo Revenger, Bleach ou encore Demon Slayer. Ces mangas ont marqué toute une génération de lecteurs et figurent parmi les plus gros succès manga en France. Fort de sa popularité, Captain Tsubasa a été adapté en animation par le studio Tsushida Productions, un anime comptant 128 épisodes en 2 saisons. Le studio a également produit 13 OAV. Captain Tsubasa a été diffusé pour la première fois au Japon sur la chaîne TV Tokyo et a débarqué en France le 5 septembre 1988 sous le titre d'Olive & Tom. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super venus pour gagner.
Petit contexte, ce dessin animé raconte l'histoire d'Olivier Hatton, un jeune prodige du football dont le rêve est de devenir le meilleur joueur du monde et de remporter un jour la Coupe du Monde de football pour le Japon. Dès son arrivée à Nankatsu, la ville où il vit, Olivier se fait remarquer pour son talent hors du commun. Ses prouesses sont remarquées grâce à un match improvisé contre Thomas Price, le gardien vedette de l'école locale. C'est à ce moment-là que Roberto Cedino, un ancien joueur professionnel brésilien, repère son immense talent. Convaincu du potentiel du jeune homme, Roberto pousse l'école de Nankatsu à intégrer Olivier dans son équipe. Roberto devient alors son mentor et l'encourage à rejoindre officiellement le club local. Grâce à l'arrivée d'Olivier, l'équipe de Nankatsu gagne en force et devient rapidement l'une des plus redoutables du championnat. Grâce à son intégration dans ce club, Olivier entre très vite dans la réalité des compétitions. Et c'est grâce à ces affrontements qu'Olivier affrontera des joueurs talentueux venus des quatre coins du pays, dont certains deviendront ses plus grands rivaux. Parmi eux, on retrouve Thomas Price, son premier adversaire et le fabuleux gardien légendaire réputé pour ses arrêts spectaculaires, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du pays pour son âge. On peut également compter Julian Ross, surnommé le prince du terrain, un joueur élégant, extrêmement talentueux et intelligent, capable de rivaliser avec les meilleurs malgré sa santé fragile. Sa rivalité avec Olivier est marquée par le respect mutuel et la beauté du jeu, plus que par la confrontation physique. Leur duel incarne une opposition entre le génie technique et la passion débordante. Cependant, l'un des adversaires les plus emblématiques demeure Mark Landers, le véritable Vegeta de la série, un attaquant redoutable, à la fois puissant, tenace et animé d'une volonté de fer, doté d'un talent explosif. Star incontournable de l'équipe de la Toho, Mark Landers représente l'antithèse d'Olivier, ce qui, au fil des épisodes, engendre des affrontements aussi intenses que mémorables. Leur rivalité, bien au-delà du cadre sportif, joue un rôle essentiel dans l'évolution d'Olivier, tout en contribuant au développement personnel de l'ensemble des personnages. Aux côtés de ses fidèles amis, son équipe ainsi que Bruce Harper et Tom Barkey, et sous la tutelle de son mentor, Olivier enchaîne les matchs et les tournois, chacun plus intense que le précédent. À chaque rencontre, la pression monte, les enjeux grandissent et les adversaires deviennent de plus en plus redoutables. Mais c'est dans cet univers ultra compétitif que le talent seul ne suffit pas. Il faut aussi du courage, de l'endurance et aussi une véritable cohésion d'équipe pour espérer l'emporter. C'est cette combinaison entre dépassement de soi, compétition et esprit collectif qui donne à la série toute sa force émotionnelle. Olivier et Tom a aussi marqué les esprits grâce à un style unique, des terrains immenses, des ralentis ultra dynamiques, des musiques épiques et des commentateurs passionnés. Bravo au doublage français. Sans oublier les fameux tirs spéciaux devenus cultes comme le tir de la feuille morte d'Olivier, le fameux tir du tigre de Mark Landers ou l'ingénieuse catapulte infernale des frères d'Eric. Des tirs imaginatifs alliant chorégraphie et puissance. Tout ceci forme un cocktail d'ingéniosité qui sont d'autant d'éléments visuels qui ont réussi à transformer chaque match en un véritable spectacle. Après cette présentation qui, je l'espère, vous a rappelé plein de petits souvenirs, il est maintenant temps d'aller directement jusqu'à la fin de la série afin de découvrir si Olivier est devenu champion ou pas. Le dernier épisode d'Olivier et Tom est intitulé Une équipe de champions. Un épisode qui laisse les fans un peu sur leur faim. Mais pour retrouver l'épisode considéré par tous comme le véritable dernier épisode, il faut retourner 3 épisodes en arrière jusqu'à l'épisode 125 intitulé La double victoire. Cet épisode est en réalité la partie finale d'un match intense où Olivier et son équipe affrontent leurs plus grands rivaux, la Toho, menée par Mark et leur gardien d'exception, Ken Wakashimatsu. Ce match n'est pas une partie de foot classique mais bien la finale du championnat national de football junior au Japon. Malgré les difficultés, leur esprit d'équipe et leur détermination les poussant à donner le meilleur d'entre eux, Olivier marque plusieurs buts remarquables tout comme Landers. Aucun des deux adversaires ne parvient réellement à prendre l'avantage, tant leur talent et leur détermination sont équivalentes. Tout au long de ce match intense et hautement disputé, chaque équipe répond coup pour coup, offrant un magnifique spectacle aux spectateurs. Finalement, après de nombreuses actions palpitantes et de moments de tension extrême, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Le score final est impressionnant, 4 partout. Coup de sifflet de l'arbitre, cette finale se termine donc sur le score de 4 buts partout. C'est un réel témoin de l'égalité parfaite entre les deux équipes, et ça souligne également la beauté de cette compétition acharnée. Cet épisode célèbre non seulement la performance sportive, mais aussi l'amitié, le respect et la passion qui unit les joueurs. C'est un moment fort qui conclut magnifiquement la série, mettant en lumière l'égalité et la rivalité saine entre deux héros. Et c'est à la fin que les deux rivaux, les deux capitaines, les deux amis, soulèvent le drapeau de la victoire. Les officiels remettront le drapeau de la victoire aux 2 finalistes ex aequo. Les 2 capitaines le prennent au nom de leurs équipes respectives, la Toho et la New Team.
Mais pour revenir sur le véritable dernier épisode, c'est une série de flashbacks qui s'offre à nous. Des retours en arrière qui mettent en avant des adversaires qu'Olivier a affrontés au cours des 128 épisodes. Ces souvenirs reviennent sur ses duels les plus intenses, face à ses plus beaux rivaux qui ont chacun d'eux, à leur manière, joué un rôle essentiel dans l'évolution d'Olivier en tant que joueur et en tant que bonne personne. On revoit ces duels intenses contre Thomas ou encore contre Mark Landers, dont la rivalité avec Olivier reste l'une des plus emblématiques de la série, et peut-être l'une des rivalités sportives les plus intenses, tout manga confondu. Ces souvenirs permettent aussi de mesurer l'évolution d'Olivier, depuis ses modestes débuts à Nankatsu jusqu'à son ascension parmi les meilleurs espoirs du pays. Chaque retour en arrière rappelle l'immensité des matchs, les sacrifices et les blessures, mais aussi la passion qui anime réellement ce joueur prodige. Plus qu'un simple résumé, ces flashbacks rendent hommage au chemin parcouru, la force mentale et la détermination d'Olivier face aux plus grands. Et grâce à ses compétences, Olivier figure parmi les 24 joueurs présélectionnés pour former l'équipe participante au championnat européen junior. Voilà les noms des 24 joueurs, parmi lesquels 17 seulement seront sélectionnés pour former l'équipe qui disputera le deuxième tournoi européen junior. L'épisode se termine avec cette annonce marquant la fin d'un dessin animé culte des années 80. Mais en réalité, cette fin était une fin ouverte, servant à introduire une potentielle suite. Une seconde série qui sera, elle, diffusée en 2001, soit 15 ans après la fin de la première série et qui s'intitule simplement Olivier et Tom, le retour. Quand dans les vestiaires, la pression monte. Tom ont sûrement les moyens d'y arriver. Olive et Tom sont de retour. Olive et Tom, plus grand et plus fort. Une série que j'ai beaucoup moins suivie que la première. Cette suite propose une version plus condensée de la série originale, tout en enrichissant l'histoire avec de nouveaux arcs inédits. On y retrouve des moments clés de la jeunesse d'Olivier, mais surtout, on le suit au-delà de ses années scolaires, dans sa quête pour devenir un joueur de classe mondiale. La série introduit la Coupe du Monde Junior organisée en France, un tournoi majeur où les meilleurs jeunes talents mondiaux s'affrontent sur une scène internationale. La série explore ensuite la carrière professionnelle d'Olivier, son passage par le Brésil, où il perfectionne son jeu au contact des plus grands, C'est parti. Mon premier match sur un terrain vrai. Ça, c'est se fait. Je vais leur faire une petite démonstration de mes talents. puis son arrivée en Espagne dans un grand club inspiré du FC Barcelone. Je vais peut-être d'abord aller en Espagne, mais je sais pas encore dans quel club. L'histoire le conduit aussi aux Pays-Bas pour une épopée intense dans un championnat réputé pour sa rigueur et sa technique. Le score est de 1-0 pour la Hollande. Aucun changement de ce côté-là. Et voilà, c'est parti pour 45 minutes. Toutes ces aventures sont là uniquement pour préparer Olivier à son ultime objectif, la Coupe du Monde de 2002 qui se déroulera justement au Japon. Le dernier épisode se conclut sur le coup d'envoi tant attendu entre le Japon et le Brésil, symbole de l'aboutissement de son parcours. Cette coupe, on doit la mériter. Et surtout, Roberto. Ne m'en veux pas, on se retrouve là où notre amitié est née, au Japon, la boucle est bouclée. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Épate-moi, tu vas être content, je t'ai choisi des adversaires à ta hauteur. Avec moi! En France, cette nouvelle série a été diffusée pour la première fois en 2002 dans l'émission Midi les Zouzous sur France 5. Ouah, Midi les Zouzous, que de souvenirs. Dites-moi si vous voulez une vidéo qui retrace l'histoire de ce programme culte des années 90-2000. La série a été également rediffusée en 2004 sur la chaîne Manga, permettant à de nouvelles générations de découvrir l'évolution d'Olivier, un héros devenu l'icône d'un sport. Pour conclure, même si j'ai moins suivi ses suites, Olive et Tom restera jamais gravé en moi comme l'un des premiers dessins animés de foot que j'ai découvert. Un animé qui a su me motiver, me pousser à croire en mes rêves et à m'inculquer la détermination de ne jamais abandonner. Foot de rue. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage,
Alors j'ai déjà parlé de foot de rue dans ma dernière vidéo, mais c'était de façon brève. Là, je vais prendre un petit peu plus mon temps en commençant par une brève explication de l'histoire avant de partir découvrir la fin de la saison 1. Déjà, pour poser les bases, Foot de rue est une série d'animation franco-italienne composée de 4 saisons totalisant 104 épisodes. Chaque saison est composée de 26 épisodes diffusés entre 2005 et 2010 pour les 3 premières saisons. Elles ont toutes été diffusées sur France 3 dans l'émission Ludo. Je ne le savais pas, mais l'histoire de ce dessin animé est tirée d'un véritable livre. Un livre appelé La Compagnie des Célestins de Stefano Benni. Pour la saison 4, c'est un peu particulier car cette dernière n'est arrivée qu'en 2022, soit 12 ans après la fin de la dernière saison. Par ailleurs, un reboot 3D appelé Foot de rue Extrême a été diffusé entre 2014 et 2015. Un reboot qui ne comprend qu'une seule saison, qu'on ne va pas aborder ici car c'est vraiment trop laid. Ça m'a pas donné envie et je ne l'ai même pas connu quand j'étais enfant, donc c'est mort, je n'en parlerai pas là, j'ai pas envie. Mais pour revenir concrètement à la série principale, dans la première saison, on suit les aventures d'Héloïse, Sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. mais aussi de Tag, Gabriel et les frères Techno. Tous les 4 vivent à l'Institut Riffleur, qui sert d'école et d'internat pour les jeunes. Le tout dans la ville fictive de Port-Marie, clairement inspirée de Marseille. Grands fans de foot, les 4 amis passent leur temps à jouer, à penser et à vivre football. Donc en premier, il y a Tag, le capitaine de l'équipe qui joue milieu de terrain. Il est à la fois un excellent défenseur et un attaquant remarquable, marquant régulièrement des buts spectaculaires. Tag est également généreux, solidaire et orgueilleux. Il est parfois jaloux envers les garçons qui s'approchent trop près d'Héloïse, sa petite amie et aussi gardienne des Bleus. En parlant d'Héloïse, elle est la descendante du comte Riffleur et mène une vie plus aisée que ses 4 amis. Malgré sa richesse, Héloïse est un peu malheureuse car elle ne voit pas beaucoup ses parents qui sont très occupés par leur emploi. La seule personne de la famille qui l'écoute réellement est sa grand-mère, une adorable petite mamie en fauteuil roulant qui apparaît régulièrement dans la série. Comme je vous l'ai dit, Héloïse est devenue la gardienne des buts de l'équipe des Bleus, un poste qu'elle obtiendra à partir du 2e épisode de la première saison. Bien que la jeune fille soit douce, elle sait aussi se montrer sérieuse et forte dans les moments tendus, comme lorsqu'elle rencontre l'équipe des Bleus pour la première fois et que Tag la rejette. Ils avaient cependant eu déjà quelques interactions auparavant, notamment quand Héloïse a aidé Tag et Gabriel à remettre en place la statue du donateur de l'école, qu'ils avaient accidentellement brisée, avec Tony, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on a pu voir directement qu'Héloïse les avait couverts. Mais c'est lors du match retour contre l'équipe de requins qu'Héloïse fait réellement son entrée. Un match pendant lequel Tag et les autres découvrent les règles du foot de rue. Elle arrive en remplaçant Tony, le gardien initial des Bleus, qui avait pris la fuite en entendant qu'un commerçant avait appelé la police. Car oui, l'intrigue de la série est divisée en 2 parties. D'un côté, il y a les matchs de foot de rue où on peut suivre des équipes d'abord venues de différents quartiers, puis de différents pays, chacun avec ses propres techniques, qui s'affrontent pour déterminer quelle est la meilleure équipe. De l'autre côté, on partage avec les joueurs les tensions que provoque le foot de rue. Un sport illégal traqué à la fois par le maire Maroni, la police et les habitants. Mais pour revenir à Héloïse, elle fait donc son entrée pendant ce fameux match et sauve les Bleus d'un 4e but qu'ils auraient encaissé. Ce qui rebooste les Bleus. Même si Héloïse n'était pas la gardienne officielle, les règles du foot de rue sont très claires. Il n'y a pas de temps mort, pas de pause. Le match redémarre ainsi et les Bleus égalisent le score avec 3 buts partout, juste avant l'arrivée de la police. Dans l'équipe des Bleus, on compte également Gabriel, le meilleur ami de Tag. C'est un garçon intelligent, gentil et sensible. Il est un peu l'intello de la bande. Dans la première saison, Gabriel tombe amoureux d'Héloïse, mais découvre vite qu'elle est amoureuse, elle, de Tag, et fait tout pour aider les 2 amis à se mettre ensemble. Que toi et lui, Enfin, Tag et toi? Ah non, tu sais, il m'aime pas beaucoup, lui. Alors peut-être que tu voudras bien m'aider? T'aider? Par contre, dans le foot de rue, on peut dire que Gabriel est un stratège. C'est lui qui offre à la série les buts les plus inventifs. Gabriel arrive à se servir de l'environnement afin de marquer des buts spectaculaires. Pour finir, il y a les frères Tech et No. Les 2 jumeaux sont excellents ensemble. Pendant le match, ils montrent une synergie incroyable, comme s'ils étaient connectés. Les Techno ont même une technique spéciale, secrète, que tout le monde craint. Pendant la série, tellement les frères sont bons, ils sont approchés par un recruteur de l'Olympique afin de passer des tests pour éventuellement devenir joueurs pro. Salut les garçons, je cherche de nouveaux attaquants pour l'équipe des cadets. Vous seriez prêts à passer les tests, les garçons? Dis à Tag qu'on sera pas là pour la finale. Tout au long de la série, l'intrigue se concentre sur la création d'une véritable compétition de foot de rue. Et pour cette première édition officielle, les Bleus ainsi que l'équipe de requins et leurs amis vont organiser la toute première Coupe du Monde de foot de rue. Voilà pour la petite présentation rapide des personnages et de l'esprit de la série. On se retrouve donc directement à la fin de la série avec l'épisode 26 appelé Blackout sur la finale. L'épisode commence avec Héloïse qui stresse car les Bleus ont réussi à se qualifier pour la finale de la première Coupe du Monde de foot de rue. Qui est dans quelques heures à peine. Bah, j'ai peur, voilà. Puis on enchaîne avec Tag, Gabriel et les frères Techno qui eux aussi sont extrêmement nerveux. Vous êtes déjà réveillés? Moi, j'ai pas pu dormir.
Personne, non. Ce soir, on va être des locks sur le terrain. On se rend très vite compte que les Brésiliens, leur adversaire, n'arrivaient pas non plus à trouver le sommeil à cause du stress. Puis un journaliste très particulier, un peu casse-pied, débarque et commence à poser tout un tas de questions. Par ces questions tordues, il arrive à créer un conflit entre les deux équipes. Mauvaise nuit pour les Mélinos. Pourquoi vous ne demandez pas ça aux Bleus? Ils dorment encore. Vous ne trouvez pas que c'est un peu de la frime de se lever à l'aube comme ça? En trafiquant les extraits de ces interviews avec les deux équipes. Ce qui crée une sale ambiance alors qu'à l'origine, le foot de rue est un sport censé rapprocher les gens et créer des liens forts, pas de diviser ni de générer des tensions. Les tensions atteignent justement un tel niveau que les deux équipes se retrouvent pour s'expliquer de façon complètement disproportionnée. Elles ne sont arrêtées que grâce à l'intervention de d'autres joueurs, notamment de Ben et de Requin. Ben justement qui était initialement l'un des plus gros rivals de Tag. Et c'est d'ailleurs lui qui trouve une solution pour se débarrasser de la télévision qui commence à gâcher complètement l'ambiance de la finale. C'est la télé qui a pourri tout ça. Faut qu'on revienne comme au début du foot de rue. Secret et solidarité. Il faut jouer cette finale en paix, sans la télé dans nos pattes. Et c'est grâce à Fédé, un ancien footballeur professionnel qui a remporté 3 fois la Coupe du Monde de football, que les tensions s'apaisent réellement. Une fois que les deux équipes et surtout les deux capitaines se sont expliqués, le match peut enfin débuter. La première finale de Coupe du Monde de foot de rue se déroulera dans le noir complet, en raison d'une panne de courant généralisée. Tous les habitants décident donc de s'éclairer à la bougie pour assister à l'événement, car entre-temps, les Bleus se sont fait accepter par l'ensemble du village. Cette finale, commentée et retransmise dans le monde entier, se conclura en beauté avec la victoire des Bleus, les premiers champions du monde. C'est au centre. Duel entre Tag et Jean Guézino. Tirez, oui, but. Coup de sifflet final et ils sont champions du monde. Pour cette série, je vais m'arrêter ici comme dit en préambule. Je ne vais pas vous parler des 3 autres saisons qui sont toutes excellentes car sinon la vidéo durerait 2 heures. Par contre, si vous voulez la suite, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Je me ferai une joie de vous raconter la saison 2, 3 et 4 directement. Pour conclure, ce dessin animé, en plus d'avoir fait découvrir une discipline un peu méconnue du grand public, elle a motivé des milliers d'enfants à créer leur propre Coupe du Monde de foot de rue. Cette série nous a laissé plein de souvenirs marquants, que ce soit grâce à ses musiques uniques pour chaque équipe, ses personnages hauts en couleur, ou encore son style graphique et d'animation dynamique avec des ralentis montrant une même action sous différents angles. Ce qui est sûr, c'est que Foot de rue restera à jamais gravé dans l'esprit des générations 90-2000 comme un dessin animé qui nous a fait vivre des moments inoubliables remplis de nostalgie. Galactic Football. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser. Sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Est-ce que vous connaissez Shaolin Soccer? Vous savez, le film sorti en 2001 où Fung, un ancien joueur professionnel de foot, fait la connaissance d'un moine adepte des arts martiaux Shi-Ying. Il découvre que l'art Shaolin peut être une arme fatale pour les joueurs de football. Les deux hommes décident alors de monter une équipe professionnelle avec d'autres moines Shaolin. Ce qui donne un film complètement barré, un véritable nanar, mais qui a quand même réussi à marquer le monde avec ses matchs complètement fous. Des matchs où des tirs deviennent de véritables tigres lancés à toute allure, faisant trembler le sol et donnant une sorte de fluide à ses joueurs. Eh bien, Galactic Football, c'est encore mieux que ça. Avec des sauts vertigineux et des prouesses athlétiques impressionnantes, impossibles à réaliser en vrai. Là où Olivier et Tom a cassé les codes du dessin animé de foot avec des pirouettes impressionnantes, Galactic Football les a soigneusement recollés. C'est une série qui regarde en arrière avec un véritable vernis de modernité. Une série qui a tronqué le confort contre la prise de risque. Alors, comment expliquer cela? Un mélange habile entre Star Wars et foot de rue. Un univers futuriste où toutes les intrigues du monde tournent autour d'une chose, le Galactic Football. Alors pour conclure cette vidéo, je vous propose de plonger dans la première saison de ce dessin animé afin de découvrir pourquoi, malgré ses faiblesses, Galactic Football reste un dessin animé marquant pour toute une génération. On se retrouve en 2009, Code Lyoko est déjà sorti depuis 6 ans, Foot de rue a déjà lui aussi 4 ans, et les spectateurs sont en manque de space opéra footballistique. Et c'est là que débarquent Charles Barré et Vincent Vandelli, deux Français pleins d'ambition, prêts à changer le monde du dessin animé français. Et c'est avec cette ambition qu'ils débarquent avec leur bébé, une série d'animation française de 78 épisodes divisés en 3 saisons de 23 minutes chacun, avec un nom qui pose le contexte, un mélange de galaxie et de football, Galactic Football. Ici, comme pour les autres séries, je ne parlerai que de la première saison, même si la seconde saison est vraiment bien et que la troisième apporte beaucoup de points positifs au lore, malgré le fait qu'elle soit pas mal boudée. Ne vous inquiétez pas, j'étais comme vous, je détestais la dernière saison, en très grande partie à cause de son doublage qui a changé par rapport aux 2 premières saisons. Si vous voulez vraiment le savoir, les gars, j'aurais préféré ne pas le marquer sur le front. Je sais, c'est bien ça le problème. Où es-tu?
Dis-le-moi, je veux savoir. Et de sa qualité graphique qui, faut bien le dire, est vraiment catastrophique. Mais finalement, une fois qu'on l'a vu, l'intrigue est vraiment pas mal et les histoires sont plutôt bien développées. Pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera l'occasion de faire un épisode 2. L'histoire de Galactic Football se déroule dans un univers où différentes planètes coexistent. Toutes ces planètes possèdent une atmosphère habitable et tous leurs habitants parlent la même langue, ou du moins parviennent à se comprendre. Chaque planète dispose d'une énergie propre, un pouvoir appelé le fluide. Chaque fluide a ses propres particularités, mais certains sont clairement plus puissants que d'autres. Et comme je vous l'ai dit, toutes les intrigues de la série tournent autour d'une seule chose, le Galactic Football, et notamment la Cup. Au lieu d'être champion du monde comme nous, tu deviens champion de l'univers, ce qui est quand même mieux, c'est mieux. L'intrigue suit donc une équipe de jeunes joueurs de Galactic Football, et pas n'importe lesquels, ceux d'origine de la planète Aquilian, dont les habitants ressemblent fortement aux humains de notre monde. Une planète de glace depuis la grande catastrophe. Une catastrophe expliquée par Ash dans le générique et qui a supprimé le fluide de cette planète. Mais Ash, un ancien joueur vedette de Galactic Football, est convaincu que le fluide d'Aquilian, aussi appelé le souffle, peut réapparaître et permettre à cette planète de réintégrer la compétition. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi jouer au football est si important finalement, parce qu'à côté de ça, la planète est complètement gelée. Donc on imagine que son industrie, sa culture ou tous ses habitants ont plutôt dû s'habituer à cette nouvelle vie glaciale que plutôt se concentrer sur une compétition de foot. Mais bon, c'est l'intrigue de la série. Et puis à part la gloire et la popularité, on ne sait pas vraiment trop à quoi ça sert de gagner cette compétition. Ash, en comptant tous ces paramètres que je vous ai expliqués, décide donc de monter une nouvelle équipe appelée les Snow Kids. Pour ce faire, il recrute D-Jock, l'attaquant vedette de sa nouvelle équipe. Déterminé et passionné, D-Jock vise toujours la victoire pour son équipe. Élevé par sa mère adoptive Maya, il découvre plus tard que Sonny Blackbone, le chef des pirates, est en réalité son père. Car oui, il y a des sortes de pirates qui se battent contre l'autorité en place qui est la Technoïde. On peut dire que la Technoïde sont un peu la police de cet univers. Ensuite, il y a Rocket, le neveu de Ash et le fils de Norata, le frère de Ash et ancien joueur célèbre. Doué et réfléchi, Rocket devient très rapidement le capitaine des Snow Kids. Il est un véritable prodige avec le ballon capable de dribbler des adversaires avec une agilité déconcertante. Ensuite, il y a Tia, la première joueuse de l'équipe à avoir refait vivre le souffle. Puis vient Micro Ice, l'humoriste du groupe et attaquant aux côtés de D-Jock. Il y a également Mai au poste de l'un des deux défenseurs, aux côtés de Tran, et enfin Ailito, le frère jumeau de Tran et gardien des buts, réputé pour ses réflexes incroyables malgré sa narcolepsie. Une narcolepsie qui trouve son explication en saison 3. Pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment pas mal je trouve, le rebondissement de pourquoi il dort tout le temps. Et oui, le Galactic Football est mixte, et ça c'est bien. Ensemble, les Snow Kids vont affronter de nombreux ennemis afin de se hisser en finale. Au fil des épisodes, on les voit progresser, développer des amitiés, des romances, mais aussi maîtriser leur fluide. Pendant leur périple, les Snow Kids affrontent des équipes redoutables comme les Rikers, qui utilisent un fluide particulier, le cri de métal. On les voit également affronter les Wombats qui maîtrisent l'esprit d'Ibo. Les Lightning menés par leur incroyable capitaine Warren, et bien sûr les Shadows possédant le Smog qui est l'un des fluides les plus puissants et stylés de toute la série. Au cours de la Cup, ils affronteront également les robots de la Technoïde qui ont été conçus spécifiquement pour jouer au Galactic Football et sont l'une des seules équipes avec les pirates sans fluide. Dans cette première saison, il y a tout un tas d'intrigues en plus de la Cup. On suit les rivalités et les romances entre les Snow Kids, mais aussi les pirates qui font leur possible pour arrêter le général Blaylock, un ancien haut gradé de la Technoïde qui tente de reproduire la catastrophe d'Aquilian. J'espère vous avoir remotivé à au moins regarder la première saison. Vous allez le voir, que ce soit les personnages, les matchs, les musiques, vous allez surkiffer. Ça va vous rappeler tout un tas de bons souvenirs. Mais pour revenir au sujet initial, le dernier épisode de la saison 1 s'appelle La Coupe. L'épisode s'ouvre avec D-Jock qui doit tirer un coup franc pour son équipe, juste avant les prolongations. Un épisode qui fait suite directe à l'épisode précédent, qui ouvrait quant à lui le match final opposant les Snow Kids aux Shadows. D-Jock prend un peu d'élan, baisse les yeux, May vient l'encourager, arme sa course, utilise le fluide et tire. Un but qui amènerait les Snow Kids en prolongation et qui les sauverait d'une défaite. À première vue, le tir semble complètement raté. Les spectateurs retiennent leur souffle, Arch n'en croit pas ses yeux. À ce moment-là, tout le monde semble avoir enterré les Snow Kids comme futurs champions. Cette fois, c'est définitivement fini pour les Snow Kids. Mais d'un seul coup, on commence à voir le ballon tourner, dévié de sa trajectoire initiale. Le gardien Shadows commence à le percevoir, mais c'est déjà trop tard. Le ballon termine sa course directement dans les buts Shadows.
Ce but inscrit au tableau des scores, un partout, juste avant la fin du temps imparti. Un moment extrêmement tendu car les spectateurs, comme moi à l'époque, pensaient tous que Dijok allait volontairement rater son tir, puisqu'il était alors soumis à une forme de chantage. S'il gagnait, son père risquait d'être exécuté. Mais malgré cela, et en pleine conscience de la situation, Dijok a tout de même décidé de marquer pour son équipe. De son côté, heureusement, Sonny avait été libéré, et pour éviter l'emprisonnement, ce dernier révèle à tous le plan de Blaylock. Ce dernier, en fuite avec le métafluide, était poursuivi par Sonny. Sonny rattrape Blaylock et commence à se battre avec ce dernier. Les deux tombent, mais Sonny se jette dans le vide pour rattraper le métafluide qui allait, dans sa chute, provoquer une nouvelle glaciation. Blaylock lâche finalement et tombe lui de 50 étages et meurt dans sa chute. Après que Dijok courageusement ait révélé toute la vérité à ses coéquipiers, Arch arrive et rassure Dijok. J'aurais préféré ne pas le marquer ce coup franc. Ça aurait été dommage. Révélant à tous que Sonny avait été libéré par la technoïde. Rassurés, les deux équipes reviennent alors sur le terrain pour déterminer qui remportera la Cup. Pendant les prolongations, les Snow Kids semblent reboostés et le match devient un véritable spectacle. Dijok, après une passe magnifique de Rocket, s'envole pour nous présenter un spectaculaire dribble aérien. Dijok, maintenant en position de tir, frappe de toutes ses forces. Mais malheureusement, la balle atterrit directement dans le poteau des Shadows. C'est à ce moment-là que tous les Snow Kids tirent les uns après les autres, dans des tirs de plus en plus spectaculaires, magnifiques et impressionnants. À chaque fois à deux doigts de marquer. Mais systématiquement, les tirs sont manqués. Soit parce que la balle atterrit dans un poteau, soit parce qu'elle atterrit dans la transversale, soit parce qu'elle est arrêtée. Même Aelito se lance dans une prouesse aérienne fantastique en traversant toute la totalité du terrain. Il abandonne donc ses buts et tente sa chance. Malheureusement, c'est un nouvel échec. À ce moment-là de la série, il y a une tension insoutenable. Et c'est Mei, malheureusement, mais en fait heureusement, car c'est le personnage que j'aime le moins, enfin en tout cas que j'aimais le moins en saison 1. En saison 3, vraiment ça évolue. Qui réalise une superbe reprise de volée et tire de toutes ses forces, directement dans le but Shadows. Le gardien Shadows est positionné correctement, intercepte la balle, mais malheureusement est repoussé. Mei offre donc la victoire aux Snow Kids sur un magnifique score de 2-1. Une fois que les Snow Kids ont réalisé leur exploit, ils explosent. Ils sont heureux, tout le monde crie, c'est la fête, c'est un engouement extraordinaire. Une nouvelle équipe, toute récente, à peine ayant retrouvé leur fluide, se qualifie pour la Cup et la remporte. C'était extraordinaire. Rocket désigne alors Dijok pour recevoir la coupe et ce dernier embrasse Mei. Arch, fier de son équipe, propose à Clamp et à Dame Simbai de se lancer dans une deuxième Galactic Football Cup et la remporter 2 fois de suite. L'épisode se conclut avec un super cliffhanger, Blaylock n'est en réalité pas mort. Voilà ce qui termine une super saison 1. En la re-regardant, j'ai pris énormément de plaisir. Certes, quelques scènes ont mal vieilli, et ce n'est pas l'animation, mais c'est plutôt la surexploitation des mêmes séquences, des mêmes actions, et parfois au sein d'un même match et d'un même épisode. Mais hormis cela, je trouve que cette première saison est une véritable réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas démonétisée, comme ça les vues ne feront pas une chute gravissime, ce serait dommage, comme ça les gens peuvent découvrir la chaîne, découvrir mon travail, ça serait cool. Bon les gens, petit retour, ça fait une semaine que la vidéo est prête, une semaine que je me bats avec les ayants droit, avec notamment des images de Galactic Football qui ne passent pas, qui ne veulent pas, c'est dommage parce que dans les autres vidéos ça passait. Et une semaine que je fais des tests, et c'est pour ça que la vidéo d'ailleurs est pas sortie une vidéo toutes les 2 semaines, voire 3 semaines. Là ça fait 1 mois, et j'aurais aimé réussir à ne pas la faire démonétiser parce que j'avais peur de la chute des vues, étant donné que c'est ce que j'ai constaté la dernière fois. Bon là je la publie du coup entièrement démonétisée, parce qu'au début j'ai essayé de la charcuter un paquet de fois, sauf que au final la vidéo est vraiment moins bonne. Du coup je la remets à l'initiale, je suis fatigué, j'ai mal à la gorge, je suis malade, et je la remets comme d'origine, comme celle que j'avais mis initialement. Voilà, écoutez, likez, abonnez-vous, ça aidera la chaîne, parce que du coup j'ai fait tout ça pour pas rien, mais j'espère qu'en tout cas en fait ce qui me ferait chier c'est que la vidéo ne fasse pas de vues. Voilà, écoutez, je pense qu'elle est cool, je pense que c'est l'une de mes meilleures en plus, franchement, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, et voilà, merci d'être resté jusque là pour m'avoir écouté. Ciao tout le monde, c'était Val.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à commenter et à me dire quel épisode ou quel dessin animé ou quel même SCP vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines. J'avais une idée, peut-être pourquoi pas parler de films qui m'ont marqué pendant mon enfance, comme Le Prince d'Égypte, comme Les Enfants de la Pluie, comme La Prophétie des Grenouilles, comme tout un tas de dessins animés que je trouve quand même assez de niche. Donc voilà, n'hésitez pas, bon, Le Prince d'Égypte c'est un peu particulier quand même, c'est pas trop de niche. Voilà, merci à tous, on est bientôt aux 30 000 abonnés, ça fait trop plaisir. Le Tipeee dans la description, et moi je vous laisse, c'était Val, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires. Ciao tout le monde. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.